Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre du plaisir à suivre l'actualité sur Eden Télévision. En voici le sommaire. Ça y est, c'est connu, après 32 jours d'audience inhérente au procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, le verdict a été rendu public tôt ce matin. La CRIET a entre autres ordonné la constitution de partie civile de certains déposants et le paiement d'une somme à leur profit au titre de dommages et intérêts. Dans ce journal, vous suivrez les précisions avec notre correspondant Amen Didier Rumpenoudji. Et puis le verdict, oui, mais le procès ICC Service à dominante médiatique sera-t-il sans impact sur le tissu social béninois? La réponse est contenue dans la lecture de la portée sociale du procès faite par le docteur en sociologie du développement Moumouni Amadou. Entre autres titres, le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 6 février 2019 à l'issue de ce rendez-vous hebdomadaire du gouvernement. Différentes décisions ont été prises par le gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous préférer. La première conférence des directeurs des systèmes d'information s'est tenue ce mercredi 6 février 2019 à Cotonou, organisée par l'Agence des services et systèmes d'information. Elle a pour objectif la présentation et l'adoption du décret portant organisation des instances de gouvernance des programmes et projets numériques. Les précisions avec Espoir Roumambou et Fiacre Voitan. Conférence doit aussi permettre de faire la lumière sur le décret numéro 2018-531 du 14 novembre 2018 qui est la base même de la présente conférence. Au regard des enjeux socio-économiques, au regard de la politique de gouvernement et des politiques sectorielles pour le développement du transport, pour le développement de l'agriculture, pour la mise en place des systèmes de santé efficaces et efficients, pour l'amélioration de l'éducation par l'usage de la technologie, et j'en passe. Nous avons une responsabilité morale forte quant à la contribution du numérique. En cette première session, les échanges feront un focus sur le décret suscité quant à l'organisation à mettre en place pour l'atteinte des objectifs communs. Aussi, nous aurons l'occasion de faire le point du chemin parcouru et surtout de proposer des perspectives en lien avec la politique du gouvernement. C'est pourquoi, à l'ouverture des travaux, le ministre de l'économie numérique et de la communication a tenté de définir le cadre dans lequel s'inscrit une telle assise. À travers la mission qui lui est assignée, la conférence des DSI s'assurera du respect des normes et standards dans la conception et l'exécution des projets ainsi que dans l'exploitation des livrables, de la mise à jour du schéma directeur national des systèmes d'information, de la cohérence entre les projets en cours d'exécution dans les ministères et de la proposition de mesures nécessaires aux autorités compétentes. Tenant compte de l'importance de la réalisation des nombreux projets axés sur le numérique, le ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou a appelé à l'implication efficiente et efficace des différents acteurs conviés à ce rendez-vous. Si je suis là aujourd'hui, au départ de cette conférence, c'est uniquement justement pour vous dire à quel point nous comptons sur vous, à quel point le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement compte sur chacun de vous dans la mise en œuvre de nos projets numériques. Tous les regards sont actuellement tournés vers nous, vers vous, car de cet effort que vous allez mettre en œuvre jaillira la transformation digitale de nos administrations et, chose plus importante encore, le rayonnement de notre pays dans le domaine du numérique. A rappelé que ces travaux entrent dans le cadre de la promotion de la transformation digitale inclus dans le programme d'action du gouvernement. Une transformation digitale qui a pour ambition de faire du Bénin un pôle de services numériques innovants d'ici l'horizon 2021. Actualité inhérente au Conseil des ministres, le gouvernement de Patrice Talon s'est réuni ce mercredi 6 février 2019 au palais de la présidence, ceci en présence du chef de l'État Patrice Talon. À l'issue de ce rendez-vous, différentes décisions ont été abordées. En voici un extrait lu ici par le ministre du Tourisme, Oswald Omeki. Les décisions ci-après ont été prises.
au titre des communications. Adoption du plan d'action national sur la gestion durable des terres 2018-2027. Le défaut de planification de la gestion des terres et des ressources agroforestières a induit au fil des ans leur dégradation avancée. Ainsi, en l'espace de 35 ans, notre pays a perdu environ 48% de sa forêt dense. Celle-ci ne couvre désormais que 0,29% du territoire national. Une telle situation est de nature à provoquer de plus graves dégradations physiques et une vulnérabilité accrue des écosystèmes face au changement climatique si rien n'est fait. Prenant la mesure de l'enjeu sur l'environnement et en vue d'y remédier durablement, le gouvernement a initié en février 2018 un atelier qui a regroupé des acteurs spécialisés d'origines socio-professionnelles diverses. Il a permis de mettre en place un plan d'action sur la gestion durable des terres sur une période de 30 ans. La mise en œuvre du dit plan, qui est national, permettra, entre autres, une appropriation et une intégration effective de cette problématique dans les investissements couvrant plusieurs domaines. Autorisation de contractualisation pour la réalisation des travaux d'urgence d'aménagement du site d'accueil à Cotonou des pèlerins dans le cadre du Hajj. L'absence d'un espace adéquat d'accueil des pèlerins venant de l'intérieur du pays, en partance pour le Hajj, fait que les conditions de séjour et d'hébergement à Cotonou en attendant leur départ sont des plus difficiles. En vue de mettre fin à une telle situation, le gouvernement, en relation avec la communauté musulmane, a identifié un espace au quartier Akwakwa pour y réaliser des aménagements et ériger quelques bâtiments. Les travaux consisteront notamment en l'assainissement et au pavage de la cour, en la construction d'un bâtiment pour l'hébergement des pèlerins, d'un local administratif, de blocs de toilettes et de douches, en la réalisation d'une allée de circulation des véhicules, puis de zones d'accueil et de repos. Le début du Hajj 2019 étant prévu pour le mois d'août, le gouvernement entend rendre le site disponible pour le mois de juin 2019. Je vous en parlais au sommet, le procès ICC Services a livré son verdict dans la nuit de ce mercredi, sinon tôt ce jeudi matin. Bien à propos, je vous invite à suivre ici des extraits des propos de certains avocats. Une personne qui fait 8 ans, 6 mois en détention et que vous arrivez à extirper des geôles, il faut en être fier. Mais à côté de ça, il y a les autres accusés qui n'ont pas pu recouvrer leur liberté. La joie aurait été totale si tous pouvaient rentrer au terme de leur temps de condamnation. Mais la grande satisfaction, c'est que le procès ait eu lieu. Il faut retenir que nous sommes allés au bout du processus et que ce qui hier était interrogation est échec, puisque ce procès a été entrepris 2 fois sans succès. Ce qui a été entrepris a atterri, on a accouché et c'est une délivrance. C'est que toutes les personnes qui ont déposé de l'argent à ICC Services et qui n'ont pas entendu leur nom ne devraient pas s'inquiéter outre mesure. Le processus va se poursuivre. Il y aura des suites à la décision de ce jour, en tout cas en ce qui concerne les intéressés. On parle encore ICC Services, je voulais souffler, ce procès à forte dominante médiatique ne serait pas sans impact sur le tissu social béninois. Eh bien, pour l'appréhender, pour mieux comprendre la portée sociale du procès ICC Services, eh bien, nous nous sommes rapprochés d'un sociologue en développement, d'un docteur en sociologie de développement, devrait dire, M. Moumouni Amadou. Il nous livre ici sa lecture que voici. Si on doit le considérer d'une façon allégorique, on dira que cela ressemble un peu à ce que, à la poésie, le corbeau et le renard de La Fontaine. C'est-à-dire les populations qui ont été spoliées ou qui ont été volées se retrouvent dans la peau du corbeau et les acteurs de ICC Services, y compris leurs complices, dans la peau du renard. Alors, si on part de cette considération-là, sur le plan social, on s'attendrait à ce que, d'abord,
les populations prennent des mesures, des précautions, des mesures de préservation, d'autoprotection, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges, quels que soient les avantages pécuniaires qu'on leur proposerait dans les institutions de microfinance. Ensuite, on s'attendrait à voir de la part des populations une certaine capacité à faire preuve de vigilance et de prudence. Parce que, entre autres raisons qui expliquent le phénomène ICC, il y a que ces populations-là n'ont pas su apprécier les risques à leur juste valeur. Donc, ils n'ont pas su évaluer les risques qu'ils encourent à leur juste valeur. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont tombés dans ce malheureux phénomène. Maintenant, sur le plan politique, il y a d'abord que, dans une certaine mesure, les autorités politiques et les administratives verront que leurs rapports vont être modifiés. Parce qu'il ne s'agira plus à une autorité politique, quelle qu'elle soit, de donner un ordre à un administratif pour qu'il s'exécute. Il faudra d'abord chercher à comprendre la pertinence, voir si cela répond aux procédures, sinon aux tests légaux. Et il faudrait que cela reste dans la mémoire collective pour que dans l'histoire, on puisse se rappeler qu'il fut un temps où, du fait des autorités politiques, du fait des autorités administratives, du fait des autorités religieuses, il y a un phénomène qui a scandalisé tout un peuple. Et qu'à partir de ce fait historique-là, qu'il y ait des dispositions qui soient prises, de sorte à préserver l'ordre social, puisque c'est un phénomène qui aurait pu bouleverser l'ordre social, l'ordre politique. Et oui, restons toujours dans ce chapitre lié au procès ICC Service à la Criette pour nous intéresser maintenant à la lecture des citoyens ordinaires en la personne d'un juriste, Nouroudine Sakassale, et d'un spécialiste en communication à la personne de Nel Kobar. Voici leurs appréciations sur le procès, sur le verdict du procès. Pour ce qui est du verdict, je me demande si le procès a servi à quelque chose, si les décisions qui ont été prises viennent entre griffes confirmer le travail qu'avait commencé le comité qui a été mis en place par le régime précédent. Quand je vois qu'il y a eu des condamnations à rembourser les personnes qui se sont faites enregistrer comme partie civile, ça veut dire qu'il faut avoir porté plainte en tant que partie civile pour aujourd'hui être remboursé de ce qui avait été placé. Et d'où viendront les fonds pour être remboursés? Le tribunal demande en fait à ce que les actifs qui ont été saisis antérieurement soient réalisés pour que ces personnes-là puissent être payées. Je vois qu'il y a une similitude avec ce que le comité mis en place par le gouvernement Yahi Boni avait fait. Donc, est-ce que le procès était utile pour arriver aux mêmes décisions et aux mêmes conclusions et aux mêmes résultats? Peut-être pas. Pas les mêmes résultats parce qu'entre-temps, il y a eu 8 ans qui se sont passés. Les biens se sont dépréciés, certains biens ont dû disparaître. Donc je me dis, bon, si le tribunal est arrivé à la même décision que celle que le comité mis en place de manière politique avait trouvée, est-ce que le procès était utile? Parce que ce procès a réveillé des plaies qui étaient déjà en train d'être pensées dans des familles. Il y a certaines personnes qui, rien qu'à voir ou à entendre la voix de certaines personnes qui ont été promotrices de cette escroquerie, peuvent avoir des sentiments négatifs. Donc, est-ce que ça a été vraiment une réussite, ce procès? Je me pose encore la question, vu les résultats. Ce n'est qu'au résultat qu'on pourra apprécier. Si le procès est réouvert, c'est pour deux choses. C'est pour pouvoir punir l'acte et pour pouvoir dédommager les victimes. Et là, le dédommagement des victimes, moi je ne l'ai pas perçu jusqu'à présent. Je n'ai pas vu où on va trouver l'argent pour pouvoir rembourser près de 68 milliards. Et là, c'est un peu déplorable. Et les biens saisis, les biens qu'on doit encore faire, les actifs, tout ça, c'est bien. Le peuple béninois est un peuple démocrate et puis on a la démocratie. Et la séparation des pouvoirs oblige le judiciaire à trancher, on ne peut rien. Et l'on va devoir sûrement retrouver notre correspondant dans Lomé Plateau pour les précisions inhérentes au procès ICC Service dans notre édition de 20h. Dans la suite de cette édition d'information, comme un seul homme, les chefs de village de la commune de Toviklen ont apporté ce mercredi 6 février 2019 leur soutien aux actions du gouvernement de Patrice Athanas Guillaume Talon. La déclaration de soutien s'est déroulée à la maison des jeunes de Toviklen en présence des acteurs politiques de la 12e circonscription électorale et du préfet du Koufo, Christophe Mengbedi. Jonas Bouti pour les précisions.
Le président Patrice Talon a réussi à mettre le Bénin sur les rails du développement selon les chefs de village de la commune de Toviklen. Ils constatent que tout le pays est en chantier et ils se font le porte-parole des populations de Koufo pour témoigner la gratitude de leur département au président de la République. On constate que le Bénin est en chantier. Permettez-nous de transmettre ici à son Excellence le président Patrice Talon toute la gratitude des populations du Koufo pour le démarrage effectif du bitumage de l'As Abomey, Agbaïzou Lalo, Tofa et de l'As Agbaïzou Klekame avec un pont à Akogbeya. Percevant comme eux le bon sens de la gouvernance de Patrice Talon, Ernest Mendewanou, un natif de la commune de Toviklen, dira que le chef de l'État gouverne pour l'avenir. Le travail que le président Patrice Talon fait, c'est pour l'avenir, c'est pour l'avenir. On n'a pas cru qu'un jour un homme viendrait poser des actions que le président Talon est en train de faire aujourd'hui. Le courage d'engager effectivement la lutte ferme contre la corruption. Tout en promettant se faire le porte-parole des chefs villages de Toviklen auprès du chef de l'État, le préfet du Koufo se dit sidéré par ce message à l'unisson des chefs de village de Toviklen. Un merci du fond du cœur. Parce que vous, membres des différents conseils communaux de Toviklen, que vous mettez ensemble pour dire oui à Patrice Talon. Oui, en termes de ce qu'il fait sur le terrain. Et vous avez dit oui, que vous souhaiteriez qu'il aille encore plus loin. Le maire de Toviklen et l'honorable Jérémy Adomaou ont eux aussi salué cet engagement des chefs villages de Toviklen à soutenir le programme d'action du gouvernement. Et oui, cette fois-ci en image maintenant, avant de fermer la page Nation de cette édition d'information, le président Patrice Talon a accordé ce mardi 5 février 2019 une audience à la délégation de l'UEMOA au terme de la revue annuelle de l'institution. À l'issue de l'entretien, le président de la commission s'est prononcé bien évidemment sur la substance du rapport des travaux. Ses propos sont bien élogieux vis-à-vis de notre pays. Vous suivrez plus de précisions dans notre édition de 20h, liée bien évidemment à cette information. On ouvre maintenant l'actualité au-delà des frontières du Bénin, plus précisément au Burkina Faso. Les dirigeants des 5 nations qui ont uni leurs forces pour lutter contre les attaques terroristes au Sahel se réunissent pour un sommet au Burkina Faso au lendemain d'un nouvel attentat terroriste dans la région qui a fait 14 morts. Ils recherchent, ces dirigeants, des fonds pour stimuler le développement humain, l'éducation et la santé dans les zones fragiles des pays du G5 Sahel. En voici des précisions. Et les engagements qui ont été pris pour soutenir la mise en puissance de la force conjointe, et il y a encore un écart important. Et il faudra qu'avec les différents partenaires, nous ayons un véritable débat pour lever, je dirais, les entraves qui ne permettent pas la mise en œuvre donc, de ce que nous avons décidé ensemble. Et ça, c'est un problème essentiel sur lequel, en tout cas, nous allons travailler également en 2019. Les mécanismes qui sont mis en place, c'est évidemment la force conjointe pour, je dirais, la sécurité et la lutte contre le terrorisme sur le terrain. Le deuxième mécanisme, c'est la mise en œuvre de l'ensemble des projets qui sont d'importance. D'une part, je dirais, le projet d'investissement prioritaire et le projet de développement d'urgence, qui sont des projets également que nous devons mettre en place de façon rapide. Notre ambition, l'ambition de tous les États du G5 Sahel, c'est de contrôler l'ensemble de l'espace du G5 Sahel. Il est important que les États soient présents partout. Et c'est notre volonté, c'est notre objectif. On essaiera de faire en sorte que l'administration, les États, on essaiera de faire en sorte que les services sociaux de base, partout, que ce soit aux frontières ou ailleurs, puissent être rendus effectivement aux populations. Nous recherchons environ 2 milliards d'euros. Nous avons enregistré des annonces de près de 2,4 milliards d'euros. Et ce sont des ressources qui vont servir essentiellement à financer les infrastructures, les questions de sécurité et de défense, les questions de résilience, de développement humain, éducation, santé, dans les zones fragiles, frontalières des différents pays du G5 Sahel.
Restons toujours sur le continent africain et dans la partie ouest de ce continent. Des Nigérians qui ont été obligés de fuir leur maison à la suite des attaques récurrentes de Boko Haram manifestent dans la rue de Maïdougouri. Le groupe islamiste a dévasté le nord-est de ce pays depuis 2009, tuant au moins 27 000 personnes et poussant dans la rue environ 2 millions de personnes. Pour vous en convaincre, suivez ce reportage. Au moins 6 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques menées par des djihadistes du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria où ils ont pillé des commerces et mis plusieurs villages à sac, ont indiqué mardi des sources locales. Des membres de la faction d'Abubakar Shekau ont envahi lundi les villages de Choua et Kirchina dans le district de Madagali dans l'état d'Adamawa. Ils ont tué une personne à Choua et 2 autres à Kirchina, a déclaré à l'AFP un chef de communauté, Maïna Oularamou. Les terroristes ont attaqué Choua vers 18h45, tirant des coups de feu et des grenades, a-t-il raconté, soulignant que des policiers en charge de la sécurité avaient fui le district. Les combattants ont volé des véhicules et pillé des commerces avant d'incendier des habitations. Des soldats nigérians basés à Madagali, à 13 km de là, sont arrivés pour déloger les attaquants qui se sont enfuis vers la forêt de Sambisa, leur bastion. Quelques heures plus tôt, dans la journée de lundi, la même faction a abattu 3 bergers à Touba, dans la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'État voisin du Borno. 2 autres bergers qui étaient avec eux sont toujours portés disparus ou ont été enlevés par les assaillants, a indiqué Mustapha Muhammad, un milicien qui combat aux côtés de l'armée nigériane. Boko Haram a intensifié ses attaques contre des agriculteurs et des bûcherons, les accusant de transmettre des informations à l'armée. Le groupe s'est scindé en 2 factions. L'une de ces factions est loyale au chef historique du mouvement Abubakar Shekau et est connue pour cibler des civils, notamment dans des attaques de villages et des attentats suicides. L'autre faction affiliée depuis 2015 au groupe djihadiste État islamique cible particulièrement l'armée et a fait des dizaines voire des centaines de morts parmi les soldats. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de Boko Haram dans le nord-est du pays en 2009, alors que 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Et c'est ici que prend fin ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi, mais je dois vous rappeler que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes, à savoir notre page Facebook, Twitter, et suit le site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit à toutes et à tous.